Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 5 septembre 2023. Chers amis, bienvenue. C'est la rentrée. Qu'est-ce qu'on aime la rentrée, cette petite ambiance un peu piquante, un peu tendue. Aime la rentrée et la rentrée t'aimera. Bref, chers amis, bienvenue. What did you expect? Non mais guys, what did you expect? Retour à la case départ du cours du Bitcoin sur son support à 25 000 $. Mais franchement, entre nous, qu'est-ce que nous pouvions attendre d'autre de la part de la SEC, de la SEC, de monsieur Gary Gensler? Alors oui, Gary Gensler, en fin de semaine, alors effectivement, il y a eu en amont une victoire judiciaire en début de semaine dernière de Grayscale, qui à l'époque avait fait une demande de ETF Bitcoin Spot, et puis sont arrivées les premières deadlines où la SEC devait s'exprimer en fin de semaine dernière. Et sans surprise, elle a reporté sa décision au mois d'octobre prochain. Et en octobre prochain, elle reportera à nouveau sa décision. Observons, oui, les ETF sont un game changer. Lorsque les ETF Bitcoin Spot arriveront, ce sera un game changer. Ça l'a été sur toutes les classes d'actifs. Ça l'a été notamment sur le gold. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, depuis 20 ans, les ETF ont fait multiplier le cours de l'or par 10 et concrètement comment ça agit encore actuellement sur le gold. Et ce sera le cas dans le futur du Bitcoin, les 5 ou 10 prochaines années. Mais franchement, honnêtement, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose de la part de la SEC. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que la SEC, vous saviez, avait perdu aussi une bataille, parce que ce n'est pas la guerre, une bataille judiciaire contre la société Ripple, qui édite le XRP. Et puis là, la SEC fait appel, et puis Ripple aussi. Bon, vous voyez, en fait, ça aurait été un peu trop facile de croire que la SEC allait se laisser impressionner par un tout début de décision judiciaire favorable. Et dans la foulée, elle aurait dit oui à tous les ETF Bitcoin. Non, c'est presque une question d'honneur pour elle. Donc là, en fait, en reportant sa décision, c'est d'abord une question d'honneur. Oui, officiellement, il faut étudier les dossiers, c'est une question d'honneur. Et d'ailleurs, la SEC nous dit que voilà, elle n'est pas prête à se prosterner devant toutes les demandes de ETF Bitcoin, elle n'est pas prête à se prosterner dans l'écosystème, et même elle n'est pas prête à se prosterner dans la justice. Donc tout ceci va prendre du temps, et moi je reste confiant pour les prochaines batailles judiciaires. Alors, soyez patients. Soyez patients. Clairement, là, on va faire plein de choses dans cette vidéo. Vous savez, franchement, la stagflation, vous avez vu le rebond du prix du pétrole, ok, le contexte archi difficile, les taux, le dollar, bon, tous les cas possibles sur le plan graphique, et puis oui, non mais, oui, ok, le halving, le halving, ok, non mais, c'est pas parce que le halving arrive au printemps 2024 que ça va se mettre à pumper à mort en mode bull run là dès le mois de septembre. Bon bah si c'est le cas, tant mieux, on va applaudir, mais ça sera clairement c'est pas parti pour être le cas. En fait, il y a beaucoup de choses comme ça sur lesquelles il faut se méfier des scénarios trop écrits à l'avance. Voilà, méfions-nous des scénarios trop écrits à l'avance. Il va y avoir comment ça va se passer ces prochains mois. Moi je sais exactement ce qui va se passer sur le cours du Bitcoin ces prochains mois. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non mais il va y avoir de l'actualité régulière autour de ce que, oui, c'est même pas juridique, c'est judiciaire. Alors, la partie juridique, c'est la réglementation. La réglementation qui est mise en place dans les différentes zones géographiques, Europe, États-Unis, etc., en Asie, vis-à-vis du BTC. Ça, c'est la première chose qui avance tranquillement à côté. Ensuite, il y a le pan judiciaire. Et ça, c'est essentiellement le régulateur américain, le gendarme boursier américain, la SEC, qui attaque tout le monde. Et ça peut être des jetons, ça peut être des plateformes centralisées ou tout, voilà, donc et là il va y avoir des étapes, des victoires, des demi-victoires, on ne sait pas trop. Bon, être un security, être une commodity, être une plateforme légale, être une plateforme centralisée qui agit dans l'illégalité, il y aura des décisions et tout ça, ça va venir petit à petit, comme on met un peu de poivre, comme ça tranquillement, ça va tomber petit à petit. Voilà, très bien. Et ensuite, il y a tout le troisième pan qui est tout l'aspect des corrélations, du cadre macroéconomique prospectif, expansion économique, stagflation, soft landing, l'impact du dollar, l'impact des taux, voilà. Puis après, il y a toute la partie flux, tout le positionnement institutionnel qui se fait
les phases d'accumulation de long terme, la chasse à la liquidité. En fait, c'est tout ça qui va agir sur la formation du cours du Bitcoin. Donc, le scénario ne peut pas être trop écrit à l'avance. Et voilà, les niveaux techniques, les cassures techniques, les franchissements, les ruptures de support, les franchissements de résistance vont nous orienter sur les cas possibles. Donc, c'est tout ça qui va venir. Mais ça va être passionnant, on ne va pas s'ennuyer. Et puis, attendez, mais j'ai encore oublié des choses, j'ai noté d'ailleurs. Oui, et puis, n'oublions pas, en plus, il y a l'aspect états-unien aux États-Unis, les élections à venir aux États-Unis, tout ça, il va y avoir des pressions, des lobbies, il va y avoir forcément quelque chose avec la SEC. Enfin voilà, c'est toute cette actualité qui va nourrir la tendance à venir du cours du Bitcoin. Mais en tout cas, effectivement, oui, alors, non, et franchement, oui, alors on peut être déçu du fait que la SEC ait reporté ses décisions sur toutes les demandes d'autorisation d'ETF Bitcoin Spot, tous, même la demande de BlackRock. Mais au final, si on raisonne un peu différemment, imaginons, on revient dans le passé, on a la capacité de changer le passé. Moi, ça serait super, ça. Bon, la SEC, vendredi, samedi dernier, imaginons qu'elle ait dit oui. Oui, je ne sais pas, à un ETF, à l'ETF de BlackRock, par exemple. En fait, elle ne pouvait pas dire oui. Parce que si elle disait oui 3 jours après une décision de justice favorable à l'entreprise Grayscale, c'est qu'en fait, elle nous disait presque qu'elle reconnaissait la décision de justice en faveur de Grayscale comme finalement déjà comme faisant jurisprudence. Et, on était à 54 direct. Elle ne pouvait pas faire ça. En fait, elle pouvait juste pas faire ça, quoi. Donc, alors, elle pouvait dire non. Elle pouvait dire non, mais elle n'a pas dit non. Et donc au final, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reporté tout le monde. D'ailleurs, elle a reporté tout le monde avec même un peu d'avance sur l'agenda. C'est-à-dire qu'en mode, voilà, j'ai pas envie d'y penser maintenant, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon contexte. Au revoir. On verra en octobre. Alors peut-être qu'en octobre, là, il y aura peut-être une étude un peu plus sérieuse des dossiers, il y aura peut-être des réponses, des demi-réponses. Voilà, on verra bien. Donc il y a plein de choses. Voilà, le pétrole game changer. Dans cette vidéo, je vous redonne. Alors j'ai tout chapitré, vous pouvez regarder. Je vais refaire tous les cas techniques possibles, comme d'habitude. Hein. Oui, je sais, ça peut monter, ça peut baisser. Bah oui, ça peut monter, ça peut baisser. Mais voilà, il y a quand même des signaux techniques qui sont donnés qui permettront de savoir quel est le scénario qui sera choisi par le marché. Chasser un peu sous 25 et repartir le flat régulier. On a fait une 1 à 32, donc là on retrace jusqu'à 21-22, le gap, ça c'est cas numéro 2. Et bien sûr le cas rouge d'une grande C qui nous ramène avec fracas à 12K. Là aussi c'est possible, dans ces cas-là nous serions en train de faire la 1 de la grande C. Et on va regarder tout ça, allez on attaque, c'est parti. Alors c'est parti chers amis, je me suis réduit, donc oui voilà, je commence par vous montrer certaines choses. Alors oui voilà, effectivement, oui voilà, bon voilà, là, il n'y a pas eu les comment dire, pardon je vais un peu trop vite, ça, je passe déjà sur l'heure, voilà, donc voilà, maintenant nous sommes sur la deuxième deadline pour les prochaines décisions de la SEC quant à la demande d'autorisation de tous ces ETF là. J'aime mettre du rouge comme ça fait joli. Et voilà, donc patience. Et puis peut-être que là, on va passer ensuite là. Et là, on arrivera en mars 2024. Bon, d'ici là, il y aura peut-être des news. Alors, ce qui est certain, c'est que c'est pas ce sujet des ETF, c'est pas un demi-sujet, c'est pas fake, c'est pas du vent, c'est pas les ETF. Okay, non, c'est radical. Radical. Bitcoin n'ira jamais à 100 000 $ sans les ETF. Déjà, qu'il a là, oui c'est ça, qu'il a là à l'époque se balader du côté des 70, ce fut la bulle spéculative post-Covid des taux zéro, sinon il n'y serait pas allé. Pour aller à 100K, il n'ira pas sans les ETF. Enfin, c'est ma conviction. Les ETF ont bouleversé toutes les classes d'actifs. Ça a changé la vie de l'or. Certains disent que le Bitcoin est l'or numérique. Bon, ça a changé la vie de l'or. Et ça change encore la vie de l'or. Vous ne me croyez pas? Je vous montre tout ça. Alors, l'or, c'est la demande financière, c'est la demande industrielle, c'est la demande des banques centrales. D'accord? L'or, les premiers ETF, les tout premiers gros ETF sur l'or spot au comptant ont été validés ici. C'est pas une blague, hein. Dans cette phase-là, derrière, voilà, je vous montre quand même lorsqu'il fait quand même depuis 20 ans. Là, je suis sur le site du World Gold Council, qui est une association qui rassemble les plus grosses compagnies minières d'or du monde. Et ils font de la recherche chaque mois sur le cours de l'or. Vous avez ici
les différents facteurs de la demande d'or. La demande industrielle, c'est essentiellement l'industrie de la joaillerie. La demande en technologie, la demande industrielle du côté de la tech, ça c'est essentiellement la Chine et l'Inde, et aussi l'Europe en joaillerie. Et vous avez la demande d'investissement et la demande des banques centrales. La demande d'investissement est en vert, regardez, depuis 23 ans. Regardez la place de la demande d'investissement. Et dans cette demande d'investissement, et là c'est là que je vous demande de vous accrocher, c'est entre 2 tiers et 3 quarts les ETF. Ensuite, il y a les contrats futurs et les contrats d'options. Donc vous imaginez un peu, l'or ne serait pas là où il est sans ça. Et certaines années, la demande financière d'or via les ETF, c'est 50% de la demande totale d'or. C'est pourquoi, en fait, c'est une décision tellement importante à prendre que la SEC, en plus là de Gary Gensler, ne pouvait pas dire oui tout de suite. Elle ne pouvait pas non plus dire non. Elle aurait été tellement sous pression. Donc, on ne peut rien dire, donc on ne dit rien. Voilà. Donc, ce n'était même pas une question d'honneur, comme je disais tout à l'heure, c'est une question qu'elle ne pouvait pas répondre. Alors, et d'ailleurs, toujours sur le site du World Gold Council, vous avez ici, il y a carrément une section sur les flux ETF sur le gold, et on voit très bien que même à court terme, dès qu'il y a des outflows, on est sous zéro dans les différentes zones géographiques, leur baisse, et au contraire, à chaque fois qu'il y a des inflows sur les ETF, leur monte. Donc c'est radical, c'est un puissant game changer. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Alors maintenant, est-ce qu'il faut craindre la remontée du prix, du pétrole? Effectivement, le pétrole est en rebond, c'est le risque de la stagflation. Alors, qui on doit incriminer dans tout ça? Écoutez, vous devez incriminer l'Arabie Saoudite. Il y a plein de facteurs qui influencent le prix du pétrole. Dites-vous bien que ce contexte-là, ce contexte de la stagflation, c'est pas bon. C'est pas bon, ça va pas aider le BTC, ça va pas aider à faire le meilleur scénario possible, ça va pas aider à tenir les 25K. Bon, moi, c'est vrai que mardi dernier, j'envisageais qu'il manquait une jambe de baisse. Bon, 2-3 jours après, il y a eu l'impulsion Grayscale. Je me suis dit, bon, je me suis planté comme d'hab. On revient à la case départ. Je me dis, il manque encore un peu ça. Il manque une chasse à la liquidité. Il y a quand même toutes les bonnes raisons d'y croire. On verra bien. Je ne sais pas si 25 tiendra. Mais vous savez, il y a quand même. L'Arabie Saoudite, c'est la 4e fois qu'elle réduit sa production en un an. Elle n'est plus qu'à 9 millions de barils jour. D'accord. Elle a réduit en juillet dernier de 1 million de barils jour. Là, elle envisage de réduire davantage. Donc, elle accepte de perdre en chiffre d'affaires. Elle se met en risque. Il y a moins de ventes. Mais tout ça pour faire remonter le prix du pétrole. Alors que l'économie en plus ralentit en Occident. N'en parlons pas de la Chine. C'est la stagflation. Et ça, c'est pas un bon régime macroéconomique. Donc, attention, cette semaine, on attend en plus de nouvelles informations. On attend de nouvelles informations de la part de l'Arabie Saoudite et de la Russie. Là, vous avez les pays membres de l'OPEP et on voit que c'est essentiellement l'Arabie Saoudite. 9 millions de barils jour sur la production totale de 28 millions de barils jour de l'Arabie Saoudite. Donc tout ça, c'est comment dire, c'est monstrueux. Voilà, donc, alors, je continue. Où est-ce que j'en étais? La flambée du prix du pétrole et de sa faction, très bien. Le pétrole, oui, il est tout à fait possible que le pétrole remonte ici en direction des 90-93. Le vrai risque pour le prix du pétrole, c'est de dépasser la résistance à 93 $. Et là, il y aurait un risque d'envolée haussière. Et c'était le double top à l'époque de déclenchement de la guerre en Ukraine. Il ne faut pas dépasser ça. Voilà. Alors, bon, maintenant, quel scénario technique fera le cours du Bitcoin? Je vais vous les décrire tout à l'heure, mais soyez certains d'une chose, le choix que fera le cours du Bitcoin à court terme va dépendre pour moi exclusivement du dollar américain. Le dollar américain qui continue de pousser, qui continue à être en tendance haussière. Moi, j'ai toujours estimé que l'invalidation du scénario baissier sur le dollar américain, c'était les 105,90. Donc, on y file. Il y a encore l'hypothèse qu'on soit dans une vague 2 avant de repartir à la baisse. Ça va dépendre des fondamentaux. Et d'ailleurs, le temps fort fondamental de la semaine qui va avoir un impact sur le dollar américain, c'est le PMI des services aux États-Unis. C'est publié mercredi à 16h. Pour envisager que le dollar se mette à refluer, il faudrait une lecture sous 50. Les services, c'est 80% de l'économie américaine. Ça, c'est le temps fort à suivre cette semaine. En attendant, la Fed, le taux terminal versus le pivot, vous avez là les probabilités d'action de la Fed. Alors la prochaine décision de politique monétaire de la Fed, c'est le 20 septembre prochain. Elle répète à tout va que l'inflation est beaucoup trop élevée, on est d'accord. Pour autant,
il semble qu'elle n'ait pas l'intention de monter davantage ses taux, mais de rester très longtemps à 5,50. Et ça, c'est aussi un débat très important. C'est-à-dire, voilà, pivot versus taux terminal, c'est bien d'avoir atteint son taux terminal à 5,50. Mais ensuite, si on y reste très longtemps, ça peut contraindre l'économie. Donc maintenant, le débat, c'est pas vraiment sur le taux terminal, c'est plus la durée avant le pivot, avant l'enclenchement de baisse de taux. Et si cette durée est trop importante, le dollar va vraiment remonter plus haut. Et là, c'est pareil, ça va agir. Je vous ai déjà montré le point de départ à l'époque du bear market, dès le printemps 2021 d'ailleurs, hein, après il y a eu un retest des 70, mais dès le printemps 2021 du cours du Bitcoin, c'était le double bottom tout en bas du dollar US. Donc là, pour moi, qu'est-ce que va faire le Bitcoin à court terme? Il y a toute l'actualité qui arrive régulièrement sur l'écosystème, d'accord, très bien, plus ou moins mauvaise, il y aura peut-être une bonne, on peut souhaiter qu'il y ait une bonne, mais sans une bonne nouvelle exceptionnelle, ça va dépendre du dollar. Pour moi, c'est vraiment ça qui va agir là donc c'est ça qu'il faut suivre. Alors juste un mot, je pense qu'il faut arrêter de trop focuser, peut-être de trop rêver sur le prochain halving. Il est dans un certain nombre de jours, encore plus de 200 jours. Et puis, alors là, ce que j'aime bien sur ce graphique, c'est qu'il y a un code couleur en fonction qui décrit le nombre de jours avant le prochain halving. Alors oui, on se dit que dans le passé, lorsqu'on arrivait dans cette couleur mauve, ça pumpait. Oui, mais non, mais alors regardez à l'époque avant le Covid, hein, alors de toute façon, on a 1, 2, 3 exemples. On ne fait pas de statistiques sur 3 exemples. Donc voilà, je voulais simplement dire que c'est pas parce que on rentre, en termes de jours, on arrive dans un truc qui 2 fois sur 3 avait créé un pump, que là une quatrième fois ça va faire pareil. Surtout que là ça n'avait pas été le cas. Et le choc du Covid a eu lieu ici, hein, donc voilà, on avait déjà commencé à baisser avant. Il n'y a même pas d'histoire de Covid. Hein. Donc voilà, il faut, je pense, pas trop s'enfermer là-dedans. On en reparlera en 2024. Alors la toute nouvelle clôture technique mensuelle, elle est pas terrible. Hein. Là, il va falloir être honnête, elle est pas terrible. Là, c'est pareil, alors on a peu d'occurrences passées, mais quand même faisons des comparaisons. Ici, je vous ai mis la moyenne mobile à 2 ans, qui est très suivie. Hein. Bon, alors là, il y avait un bear market. C'est vrai que lorsqu'on la redépasse, vraiment, c'est prémisse au prochain bull run. Là, on l'avait redépassé en 2015. Là, on l'avait redépassé en 2019. On avait réussi à la tenir au moment du Covid. Là, vous voyez, elle appuie sur les cours. Donc, bon. Alors, ce qui n'est pas terrible sur la dernière clôture technique mensuelle, c'est le RSI. C'est quelque chose que j'avais mis sur haute surveillance, souvenez-vous. Et là, il passe sous 50. Donc, on n'est pas, clairement, on n'est pas dans la comparaison avec cette phase de pré-bull run de 2016 ou encore ici du printemps 2019. On est toujours en phase d'attente, on est toujours là en fait, on est toujours dans cette phase-là, préparatoire, mais voilà. Donc tout ça nous invite à être plus patient, même si on n'a pas besoin de recevoir d'invitation pour être patient. Alors maintenant les différents cas possibles. Bitcoin, best case scénario. Alors on refait, alors je sais, ok, on comprend rien des chiffres, des lettres partout, non. Accordez-moi 3 minutes, ce sera plus clair. Enfin, je l'espère. Bon. Alors, le best case scénario. Le best case scénario, c'est quoi? On a fini la vague 1 ici. Vous avez compris? On l'a fini ici au printemps 2000, dans le siège de la crise bancaire. Nous serions depuis dans une vague 2. Classique en ABC. A, B, C. 3 temps, c'est classique. C'est ce qu'on appelle un flat. Le flat, il peut être régulier, il peut être expanded, il peut être en running. Ah oui, avec Elliott, on fait ce qu'on veut. Donc, alors, là, on a fait un peu plus haut que le précédent. Ça pourrait être un expanded flat. C'est-à-dire que la vague C, en 5 temps, moi, je pensais qu'il manquait cette 5e jambe. Là, on est dans la 5e. Une 1, une 2, une 3. On a fait la 4 avec le rebond que j'avais pas vu venir. Et là, donc, on est dans la 5e. Donc, the best case scénario, c'est donc, on fait la C de la 2 avant de repartir, mais on va chercher par là. Voilà, pour moi, ça c'est vraiment le scénario le plus bullish. On va chercher par là avant de repartir. Voilà, ça, c'est le scénario le plus bullish de la vague 2, d'un micro-expanded flat. Maintenant, il y a le scénario, je dirais, du pire, mais qui n'est pas la capitulation. C'est un scénario haussier, mais du pire façon de parler. C'est-à-dire que nous aurions fait ici la vague 1, on entamerait à peine la vague 2, et la vague 2 retrace toujours entre 50 et 61,8, donc on reviendrait chercher entre 20 et 21K, on viendrait combler le gap sur le contrat futur ici en journalier, le gap ici qui était celui du 10 mars, avant de repartir. Ça,
c'est, je dirais, un scénario qui est quand même en accord avec les fondamentaux du moment, mais ça reste quand même un scénario bullish. Mais voilà, ça nous reporte la fin de l'accumulation à l'automne prochain. Donc ça, voilà, ça fait une vague 2 ici. En plus, ça, c'est l'ex-ATH, hein, donc voilà, ce serait là du coup exit le flat. Donc ça, on va bientôt être fixé et le juge de paix, c'est les 24 500, les 25. Hein. Donc voilà. Et enfin, bien sûr, le scénario de l'ultime capitulation, qui est celui en fait du bear market, qui a commencé alors, soit au printemps 2021, soit automne 2021. Et donc d'une grande structure en ABC. Alors c'est classique parce que la BR tracait 50% de la A. Dans ces cas-là, l'amplitude de la C, en général, c'est entre 0,618 d'extension et 1 de l'amplitude de la A au top de la B. Je les ai mis ici en orange. Et voilà, hein, ça donne quelque chose entre... c'est souvent 0,618. Donc c'est du 12 500. Donc c'est cette grosse zone, c'était le départ de l'ancien bull run. Hein, voilà. Donc c'était le halving en plus. Donc on fermerait la boucle en fait avant de repartir. Et bien sûr, ça peut faire du 1 pour 1. Et là, bon, bah, là on revient au point de départ de l'accélération Covid. Et on repart ensuite. Ce scénario-là, pour qu'on ait ce scénario archi-bear, pour qu'on ait ce scénario comme ça, archi-bear, ce serait soit vraiment une contrainte fondamentale énorme, une explosion du dollar et une violente stagflation. Pétrole à 100 $, ralentissement économique, on n'échappera pas à ce scénario-là, s'il y a ce cas de macroéconomie. Ou, bien sûr, la SEC, une défaite judiciaire. Ou, en octobre prochain, la SEC qui dit non à une demande d'ETF. On aura ce scénario-là. Alors, si elle dit non à toutes les demandes d'ETF, je préfère pas. J'ai pas listé ce quatrième scénario, j'ai pas envie de le lister. Donc voilà, je voulais refaire un peu le point sur tout ça. Alors bon, en bref, le Binance Coin, c'est toujours aussi chaud que là. C'est chaud, on est tout en bas. On est sur la grosse zone. Je me dis, voilà, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on va pas faire Alors, bien sûr, on casse ici les 180, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Hein, on voit très bien jusqu'où ça peut retomber. Pour l'instant, ça tient. Moi, je me dis que worst case scénario, c'est plutôt une mèche vers les 180-190. Alors, ce qui est un peu ennuyeux, c'est qu'on a eu, avec la nouvelle de Grayscale, on a eu un dépassement de résistance, les 220 $ qui a été réintégré. Donc, bon, c'est pas top. Alors, est-ce qu'on commence à faire une pattern un peu comme ça? C'est jamais bon de reprendre un niveau horizontal. Et donc, voilà, Voilà, maintenant, c'est pareil, hein, sous les 220, on reste plutôt correctif. Si on arrive à les reprendre, ce sera un peu différent. Bon, pour ETH, c'est toujours le même schmilblick. ETH, le même schmilblick. Voilà, le niveau à tenir pour ne pas décrocher, c'est 1529 $, l'ex-ATH. C'est là aussi où passe une trendline, c'est là aussi que tout passe. Moi, vous savez, sur ETH, à long terme, je reste positif, je n'arrête pas de m'accrocher à ce que je vois sur le ratio ETH-BTC, à cette hyper compression, elle est belle. Voilà, mon scénario sur ETH-BTC, mon scénario sur ETH-BTC, c'est ça, quoi. C'est voilà, ici, et là, ça repartira, là. On a 1 point, 2 points, j'existe. C'est la MM 200 semaines, ce gros niveau horizontal. En fait, c'est un énorme trading range. Voilà. Alors, il y a l'hypothèse un jour peut-être qu'on en sorte avant, mais voilà, ça va se faire dans cette zone-là. Donc patience. Et pareil, on se dit que ça nous mène en fin d'année. Donc il y a quand même beaucoup de choses comme ça qui finalement nous mènent, en fin d'année. Donc voilà, espérons qu'il faut tenir les 1529 $. Et DYDX ou DYDX comme on dit, alors vous l'avez choisi, c'est pas fantastique, ça reste baissier, hein, je veux dire. Alors bon, DYDX, en gros, il faut exploser ça pour que ce soit bullish. Tant qu'on est là-dedans, c'est correctif, c'est lent. C'est vrai qu'on a eu ce premier pump qui est sûrement les premiers, les insiders, ils sont rentrés là. Maintenant, on retrace, mais on peut retracer à fond. De toute façon, tant qu'on ne dépasse pas de résistance, c'est quoi? Pour passer bullish, de toute façon, il y a une confluence, j'adore ce mot, une confluence. Tout est là, regardez. Il y a l'Akijun, l'Atanka, le nuage, vous voyez, et le canal. Pour repasser bullish, et il y a ce gros niveau ici des 2,95. On a bien conscience que pour repasser bullish, il faut exploser ça. Si on explose ça, on montera tout en haut. Tant qu'on est couvert en dessous, voilà, ben on est en phase de
on est en phase de retracement, pour avoir le sentiment que ça tient bien. Bon, mais franchement, là, moi, je suis pas à l'aise. Enfin, je suis pas à l'aise. Voilà, si marché crypto cède, on reviendra travailler cette zone qui sera un très très bon point d'entrée. Si par miracle on tient les 25 $ et que ça repumpe, eh bien là, on finira par attaquer. Alors oui, le nuage devient moins épais. On se dit que ça peut peut-être passer par là, mais bon, dans ces cas-là, si vous connaissez le dossier fondamental et que vous êtes chaud patate, il faut travailler cette impulsion ici entre décembre et février et acheter son retracement. C'est-à-dire que si vous y croyez, vous avez une première zone ici d'entrée d'accumulation entre 1,40 et 1,50 en jouant le cas sûr, quoi. Mais bon, voilà, c'est en pourcentage. Faut avoir ça peut, en cas de crack crypto, ça peut revenir à 1. Voilà, donc ouais. Ça, c'est pareil, mais il faut être à l'aise en termes de rendement risque. Hein. Si on n'est pas à l'aise en termes de rendement risque, on fait rien. Donc là, c'est vrai que je suis pas trop. À l'aise. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Cryptost Technical Briefing. Et rappelez-vous, la rentrée t'aimera si tu l'aimes. Allez, salut, à la semaine prochaine.